Bien, donc c'est Christine Poitou qui va nous parler au nom des CSO, des centres spécialités d'obésité. J'ai prévu de vous présenter les réflexions qu'on a menées depuis 3 ans au sein du Centre intégré de l'obésité à Paris, coordonné par Jean-Michel Aupert. C'est aussi en lien avec un axe de soins de l'IHU ICANN à la Pitié-Salpêtrière. Donc l'équipe projet est la suivante. Elle a été en fait coordonnée par une cadre infirmière, Marie Navigno, et sous la supervision du professeur Badevant, ça depuis 3 ans. Donc le programme personnalisé de soins, c'est quoi? C'est en fait un plan d'action. Vous savez que ça a été développé dans d'autres pathologies. Là, c'est vraiment adapté à la chirurgie bariatrique avec des objectifs partagés entre la personne malade et l'équipe médicale. L'idée est vraiment de mettre le patient au cœur de son parcours et on va décliner ensuite ce que ça doit prendre en compte, en particulier les priorités, les situations médicales, le suivi, le contenu des visites et surtout on parlera des ressources et des acteurs disponibles. Je ferai un point particulier sur le rôle du médecin traitant et la coopération entre professionnels de santé. On dira un mot également de la coordination extrêmement importante dans tout ce parcours et je vous donnerai un exemple d'outils opérationnels qu'on est en train de mettre en place. Donc le patient au cœur de son parcours, le suivi de la chirurgie s'intègre bien sûr dans un parcours long et complexe et avec une phase avant l'intervention. Et vous voyez ici sur cette diapo, donc le patient ici avec une interaction. On a vraiment mis le médecin traitant également en interaction avec le suivi par l'équipe multidisciplinaire. Donc le suivi, c'est un long chemin de suivi tout au long de la vie avec des modifications comportementales qui doivent perdurer avec l'alimentation, l'activité physique et toujours en lien avec cette équipe multidisciplinaire et le médecin traitant, éventuellement des actions associatives. Le programme personnalisé de soins, la première année, donc, doit se baser sur une évaluation de la situation du patient et des priorités. Je vais y revenir dans un instant. Sur les ressources que l'on a, les ressources de l'équipe multidisciplinaire, le chirurgien, le nutritionniste, le diététicien, la psychologue, l'éducateur sportif ou l'assistant social. Une coopération de soins avec l'infirmière, j'en parlerai dans un instant. Le médecin traitant, éventuellement des outils de télémédecine. Avec cette évaluation, on définit des objectifs partagés et les objectifs, donc on va définir un rythme de suivi, un contenu et notamment un contenu minimum de suivi, les acteurs et les modalités de suivi. Une chose extrêmement importante, c'est la nécessité de la coordination pour mettre en place ce programme personnalisé avec le rôle d'un soignant référent à bien définir dès le départ dans la préparation du patient. Alors, quelles sont les situations du patient et des priorités qui vont nous aider finalement à définir au mieux ce programme personnalisé? Donc ça, c'est vraiment une vision personnelle, en tout cas de l'équipe dans laquelle je suis, mais c'est évidemment à discuter. Donc un contexte médical clinique avec éventuellement une comorbidité importante, des pathologies complexes associées à l'obésité. On voit ici parfois des patients qui présentent des maladies de système, un VIH par exemple, une maladie thromboembolique grave, l'âge supérieur à 65 ans où on met le curseur, mais en tout cas les seniors, comme en parlait tout à l'heure Patrick Ritz, et puis l'adolescent, le jeune adulte en transition. Pourquoi? Parce que c'est des situations où l'on sait que l'individu est fragilisé. Les situations psychologiques fragiles et le contexte social, en particulier à précarité. Un exemple de programme personnalisé de soins la première année, donc ce serait, vous voyez en haut, une situation complexe qui nécessiterait un renforcement d'une consultation pluridisciplinaire, éventuellement des hôpitaux de jour, avec le rôle d'un médecin spécialiste pour faire une synthèse globale de la situation, toujours ici, la coordination avec le référent à définir. Des situations plus simples, mais plus simple ne veut pas dire ne pas accompagner le patient dans ces changements comportementaux qui sont essentiels la première année et au-delà, avec une alternance des consultations, là aussi à définir dans le programme personnalisé du patient, et possibilité de redéfinir un parcours plus complexe en fonction, bien sûr, de l'évolution de la situation. Donc, au-delà de la première année, ça veut dire qu'il faut réévaluer, en fait, la situation du patient. J'ai mis à 1 an, puis régulièrement, ça c'est à définir. On admet habituellement que tous les ans, c'est un bon suivi de réévaluation avec toutes ces complications possibles qui peuvent refaire définir le parcours du patient avec les mêmes objectifs à redéfinir en fonction de la réévaluation. Donc le programme
personnalisé de soins doit forcément être évolutif et nécessite une coordination. Je vais y revenir dans un instant. Alors, quelques idées pour essayer d'impliquer le médecin traitant. Donc, on sait que la formation des médecins traitants dans le domaine est importante, on en a parlé tout à l'heure. Donc, on a commencé à élaborer un carnet, donc au sein de l'IHU, relu... J'ai encore quelques diapos, désolée. Donc, j'ai mis vraiment surligné des signes d'alerte des complications qui me paraissent vraiment importantes. Et puis, quel suivi avec des choses très pratiques pour aider le généraliste à prendre sa place dans le suivi du patient. Deuxième idée pour aider au suivi des patients, c'est le protocole de coopération entre professionnels de santé. Donc, on a eu la bonne nouvelle cette semaine d'avoir cet accord de prescription pour les infirmières pour le suivi de patients bénéficiant d'une chirurgie de l'obésité. L'objectif de ces infirmières étant de poser un diagnostic médical, d'interpréter des bilans biologiques et de pouvoir prescrire des vitamines et des micronutriments. Donc, on a mis en place, nous, cette coopération à la Pitié-Salpêtrière avec un relais possible pour les soignants. On a également validé certains arbres décisionnels. Par exemple, quand est-ce qu'on perfuse du fer, quand est-ce qu'on perfuse des multivitamines, quand est-ce qu'on fait un bilan biologique plus exhaustif que le bilan biologique minimal en cas de troubles neurologiques ou de grossesse. Tout ça, c'est des contenus qu'on a fait à l'échelon local, mais qui, je pense, peuvent tout à fait être validés à plus large échelle. Un mot de la coordination, pour moi elle est essentielle, un rôle de référent à définir. Alors qui, médecin traitant, point d'interrogation, je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas forcément une bonne idée puisqu'il faut quand même que ce soit quelqu'un qui soit intégré à l'équipe, idéalement une infirmière de coordination et un professionnel dédié. On a mis en place un master pour définir des nouveaux métiers de coordination dans les maladies chroniques, dans les 2 IHU de la Pitié, neurologique et cardiométabolique. Pour finir, pour être très concret, pour rendre le patient acteur de son parcours de soins et également redéfinir avec le médecin traitant les modalités de suivi, on a élaboré 2 carnets que je vous ai amenés ici et qu'on peut faire circuler sans problème. Un petit carnet destiné à la préparation de la chirurgie. Ici, on discute du suivi, donc avec des choses très concrètes pour le patient. Comment j'organise mes rendez-vous après la chirurgie, par qui, quels sont les points importants, quelle est l'organisation de mon suivi. Je vous remercie de votre attention. Donc voilà l'exemple d'un suivi parfaitement organisé, balisé, etc. Est-ce que vous pensez que c'est généralisable ? Alors, l'idée de faire justement, c'est... je pense qu'on essaye vraiment de travailler pour la communauté. L'idée est vraiment d'essayer d'exporter ces idées de parcours personnalisé de soins. On a déjà pour ces carnets-là... on est dans une phase d'évaluation puisqu'ils ont été validés par l'HAS et donc ils sont en cours d'évaluation dans plusieurs CSO à l'échelon national. L'idée est que dans 6 mois, on ait un retour et qu'on puisse éventuellement labelliser et étendre à d'autres centres, tout à fait. Je voudrais savoir, le master destiné à faire de la coordination de maladies chroniques est destiné à qui ? Alors, c'est des paramédicaux en général, des professions de santé, donc c'est des cadres de soins, des éducateurs sociaux mais qui ont un versant médical. Donc moi je donne des cours dans ce nouveau master, effectivement c'est assez varié. Il y a aussi des diététiciens. Donc là ça mélange plusieurs maladies chroniques, neuro et cardiovasculaires, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait des gens formés à la chirurgie bariatrique. C'est vraiment une voie à développer parce qu'on a des besoins de cet ordre-là. Les généralistes ne peuvent pas le faire et les autres professions non plus. Tout le monde est débordé, c'est de toute façon du temps. C'est ça. pour ça que je m'étais qui fait la coordination de ce parcours, parce que même en tant que médecin spécialiste, donc on le fait forcément, mais effectivement ça prend du temps et de la disponibilité, etc. J'aurais voulu un peu plus de précision pratique sur le parcours que vous avez dû affronter pour le fameux retour de la semaine dernière pour le partage des tâches. Je trouve que c'est là, à mon avis, c'est vraiment un message majeur que tu délivres. Et en ce qui nous concerne, la découverte du gisement que constituent les professions paramédicales autour de nous est insoupçonnée, et pas sans limite, mais vraiment énorme. Donc je pense que c'est une piste
très importante. Néanmoins, la réglementation est dure en France. Et donc, on est loin des pays anglo-saxons où le master des infirmières est très, très courant. Est-ce que c'était compliqué, reproductible? Est-ce que ça, le fait que vous ayez défriché le terrain, va aider tout le monde à obtenir les mêmes choses? Je pense que oui. Tu vois déposer en septembre 2012, donc une première autorisation un an plus tard, au moins de consultation, et puis là, l'accord de prescription, qui est quand même, finalement, ça qui va permettre quand même une autonomie, entre guillemets, des donc, infirmières. 3 ans quand même. Les suivants qui vont reprendre un document identique mettront moins de temps? Je pense, oui. Là, c'est l'ARS Île-de-France. L'idée, c'est vraiment de pouvoir développer ça dans d'autres centres. Après, il ne faut pas se voiler la face. Nous, on a 3 infirmières formées, donc il y a des critères pour que les infirmières puissent faire cette coopération. Elles sont formées, elles sont tout à fait effectives, sauf que c'est sur le temps de nos infirmières du service, et qu'on ne fait pas aussi bien que ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire qu'elle remplace quand même des consultations médicales, etc. Mais enfin, j'imagine que pour vraiment faire le suivi d'une cohorte de patients comme ça, il faudrait quand même des moyens dédiés. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas prises en charge. C'est l'hôpital qui, de lui-même, choisit de dédier une partie de ses moyens à ses infirmières, mais ça change pas son remboursement. De notre service, on a pris 3 infirmières d'hôpital de jour qui font l'hôpital de jour et qui font en plus ça. Mais voilà, c'est pas des moyens supplémentaires. Donc après, c'est à chaque... Voilà, ça, c'est un frein important. Ça limite du temps médecin, mais ça ne fait pas de remboursement de temps médecin. Donc, c'est pas pareil. Fabrizio a une question. Est-ce que dans le suivi, dans les difficultés de suivi, dans ces patients perdus de vue, en fait, il y en a un certain nombre qui ne reviennent pas parce qu'ils ont regrossi. Et ils pensent, en fait, que s'ils reviennent, ils vont se faire allumer, voilà. Moi, je pense, en fait, j'ai toujours fait, au niveau de mes consultations, que de montrer la courbe de la SOS Study, où on voit la reprise de poids, non pas pour les décourager, mais pour leur dire, il y a peut-être un risque, on ne sait pas, de reprise de poids, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est-à-dire de démystifier les problèmes chez des patients déjà stigmatisés. Je veux dire, on sort la chirurgie bariatrique. Pour beaucoup de patients, c'est la solution un peu miracle, mais c'est aussi une solution un peu, une arme atomique, quoi. Et de voir que pour eux, le poids revient, c'est un drame personnel énorme. Et donc, je pense que dans l'information en préopératoire, mais aussi en post-opératoire, de leur montrer qu'il peut y avoir des problèmes, mais qu'on les prendra en charge quand même, c'est aussi important, de les rassurer. Je rejoins complètement ce que tu dis. Et l'information, la préparation, finalement, est hyper importante pour préparer l'après. Et oui, la deuxième chose, c'est que par rapport aux patients, tu dis qu'ils reprennent du poids, qu'ils ne veulent pas revenir, justement, avoir un personnel, peut-être pas le médecin ni le chirurgien, personnel un petit peu plus proche, une infirmière ça c'est très important. Nous on le voit dans notre expérience, les infirmières sont quand même un interlocuteur plus disponible, plus proche des patients. C'est souvent des patients qui ont quand même besoin de beaucoup d'empathie et de... Voilà. Michel Laurence. Oui, j'avais juste une question, c'est très intéressant. Alors c'est parce que je suis en postprandial. Qu'est-ce qui est en cours de validation à l'HAS? J'ai pas compris. Alors c'est le livret de parcours, les livrets. Alors ceux-là, pardon. C'est le PPS ou les livrets? Pardon. Alors le PPS, si vous voulez, c'est l'ensemble de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire comment mettre en place un programme de personnalisation. Ça c'est un outil, l'outil patient, d'accord. Vraiment c'est à l'usage des patients, mais le relais entre l'équipe multidisciplinaire et le médecin traitant. Et puis après, il y a plein d'autres outils possibles. Le livret au médecin traitant, on est en train d'y travailler. Il n'est pas encore validé, le livret au médecin traitant. Il est en cours de relecture. Je pensais au parcours.